historiquement, la France, à différence par exemple de l'Italie d'où je viens, en fait, où la polycentralisation est un fait historique, en fait, qui a toujours été là et qu'on vit avec, il y a ses limites aussi. En France, la centralisation a toujours été celle-là. Et dès qu'on commence à décentraliser fortement, comme on voit par exemple Bordeaux, on prend l'exemple de Bordeaux qui est devenu un pôle aujourd'hui important, grâce peut-être à la liaison aussi TGV avec Paris, mais est devenu un pôle, crée des gros problèmes locaux qui sont les mêmes qu'on a à Paris, mais qui sont transportés dans une autre ville avec d'autres problématiques, avec un étalement et un rejet des usagers vers la ruralité parce que incapables de se loger dans les villes denses par les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure, qui sont ceux du Grand Paris. Donc, dans la décentralisation, il faut faire attention à ne pas non plus y aller à tête basse, parce qu'en fait, on peut transposer les problèmes de la métropole, du Grand Paris, dans d'autres centralités qui avaient une vie qui était plutôt qualitative, et la rendre moins qualitative parce qu'on essaie de faire migrer, de s'étaler dans l'espace. Donc, il y a un équilibre à chercher, et je pense qu'on est tous un peu conscients, et on voit aussi l'effet pervers de la décentralisation à tout coup, quoi. Il n'y a pas d'autres mains qui se lèvent, mais je vais quand même proposer éventuellement à Yves Soronelas d'intervenir puisqu'il a beaucoup participé par écrit. Donc, je l'ajoute à la conversation et je vais lui demander par oral s'il souhaite éventuellement rebondir, réagir ou faire part d'une de ses remarques par oral. Alors voilà, je pense que le micro est activé chez vous. Est-ce que... Oui, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous souhaitez intervenir ou pas? Parce que je ne veux pas vous forcer non plus la main. Oui, en fait, du coup, j'ai une interrogation, pas tout à fait. J'ai posé quelques questions sur l'aménagement et la manière de construire le logement, ou sur le télétravail, ça me paraît important. Par contre, j'ai quand même une vraie interrogation sur nos techniques de construction. Bon, monsieur m'a répondu. J'ai quand même le sentiment qu'on est un peu archaïque dans nos manières de construire de manière générale nos logements et qu'il y a des techniques de préconstruction que nos grands opérateurs du BTP ne semblent pas tellement utiliser. Parce que quand même, la question du coût ne se réduit pas au foncier, elle se réduit également à la construction. Je suis persuadé, moi je viens du monde industriel et du service, hein, je suis persuadé qu'on peut sans doute organiser le travail de manière différente, hein, avec un tempo différent. Alors, je ne connais strictement rien à l'architecture, mais je pense qu'on peut construire moins cher au sens technique du terme, malgré tout, ce qui est un élément essentiel, le prix quand même. Je n'ai pas pu intervenir là-dessus tout à l'heure, mais pour avoir une ou deux expériences à l'étranger, je pense que, comme disait d'ailleurs Mirko, le prix du foncier est un problème, le prix des travaux en est aussi un, ça c'est clair. Il vient des techniques de construction, mais je pense qu'il vient aussi des entreprises et de toute une articulation économique qui fait que moi, je m'aperçois très clairement que les mêmes surfaces, le même projet, dans certains pays, coûterait moins cher qu'en France. Oui, on parle exactement, Manuel. On parle des marges des promoteurs, on ne parle pas des marges des entreprises. Absolument. En fait, je pense que, à mon avis, sont beaucoup plus importantes. Je ne sais pas, mais je n'irai peut-être pas jusque-là. Mais sur la même expérience de Manuel, le même mètre carré construit à l'étranger ne coûte pas pareil en France. Je ne m'explique pas pourquoi. En fait, certes, on a peut-être des charges en sécurité sociale plus performantes et le coût de travail en France est peut-être plus élevé. Mais les lobbies béton… Une forte concentration aussi. Voilà. Non, je pense qu'il y a un lobby. Je pense qu'il y a eu une crise qui a tué beaucoup d'entreprises moyennes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même projet, on est avec un des trois majors. Et je pense que c'est un peu démesuré. On a perdu un tissu intermédiaire d'entreprises. D'ailleurs, dans le domaine du bâtiment, comme dans beaucoup d'autres, on le voit. Et la crise qui se profile risque encore d'accentuer. Mais ça, c'est dramatique parce que du coup, le bâtiment est un peu verrouillé. Il n'y a pas assez de concurrence.
Donc, il y a un pouvoir des entreprises générales qui est peut-être trop important. En tout cas, on a perdu un tissu intermédiaire et ça, c'est grave. Et est-ce que les appels à projets urbains innovants, justement, ont permis de faire émerger certaines entreprises ou au contraire, c'est toujours les majeurs qui sont sortis gagnants? Non, je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est avec un major que j'ai fait Edison. Non, et pour revenir quand même aussi, donc je pense qu'il y a ces deux raisons. On a perdu un tissu intermédiaire d'entreprise, mais effectivement, le monsieur avait également soulevé un point important que tu avais aussi soulevé, Mirko, c'est la question de la préfabrication. C'est vrai qu'à l'étranger, j'ai l'impression, pour utiliser un propos un peu familier, on ne cherche pas comme en France à chaque fois à inventer le fil à couper le beurre. Et dans le logement, je fais notamment des logements en Hollande, il y a une sorte d'intelligence dans une préfabrication, mais qui est invisible et qui permet de minimiser énormément des coûts qui ne sont pas nécessaires dans la qualité architecturale, qui sont juste des procédés de fabrication. Il y a une sorte d'intelligence qui s'est mise en place et que nous, on semble avoir pas du tout ou avoir perdu. Mais je pense que c'est lié aussi à la faiblesse de la recherche et du développement dans le secteur du BTP. Je suis complètement d'accord. On a vraiment à reconquérir des processus d'innovation, d'expérimentation avec les architectes, les entreprises, les ingénieurs, pour remettre en avant des process qui sont non standardisés. Et effectivement, les majors, qui sont des belles entreprises et qui ont beaucoup de qualité, vont tout le temps, pour la production en tout cas courante du bâti, vers une hyper standardisation et ne cherchent pas à innover. Ce n'est pas leur intérêt d'aller innover. Voilà, donc il faut vraiment, comme dit Manuel, remettre en place ce réseau d'entreprises de taille moyenne ou même petite et qui seraient porteuses d'innovation. Donc il faut pouvoir avoir des capacités d'investissement. Et ça, les entreprises du BTP ne l'ont pas. C'est pour ça que je pense que la plupart des entreprises ont des marges sur le bâtiment, ont des marges extrêmement faibles qui ne leur permettent pas de mettre en place recherche, développement, comme on peut le voir ailleurs. Et c'est un grand problème pour le bâtiment de mettre en place cette capacité de recherche et d'innovation. En même temps, effectivement, la recherche et développement se fait beaucoup plus dans les petites entreprises. Nous, on a réussi à construire une crèche complètement montable et démontable avec un procédé d'assemblage qui permet de faire des bâtiments pérennes avec le même système que la démontabilité. Raphaël, tu peux faire voir les visuels, s'il te plaît? Et en fait, avec ces systèmes constructifs-là qu'on veut décliner dans la construction pérenne, permet une préfabrication qui a été mise en place avec une toute petite entreprise, en fait, une petite entreprise d'artisans qui est délocalisée, qui est construite avec des matériaux biosourcés. Parce qu'en fait, la grande ouverture, c'est que si on veut construire avec des matériaux biosourcés, il faut penser à la préfabrication. Autant le béton a une nécessité d'être… Pour le bois aussi, bien sûr. Exactement. Pour le bois, aujourd'hui, c'est l'avenir. Si on veut que ce soit efficace, en fait, il faut qu'il soit préfabriqué et qu'il soit fabriqué dans les lieux où le bois il est prêt aussi, où les sources, en fait, ils sont là, et qui permet de construire des bâtiments qui sont résilients. Parce que la modularité dans ces bâtiments-là permet aussi une certaine démontabilité, remontabilité, extension ou réutilisation des espaces avec une modularité qui fonctionne. Donc, si on veut construire bien, il faut construire avec les artisans, effectivement, et moins ou que les majors ils se mettent en fait, au travail dans ce sens-là et qui abandonnent l'outil de la réglementation qui tue le bâtiment aujourd'hui pour faire passer le béton ou un autre matériau de construction qui aujourd'hui coûte moins cher à la production. Écoutez, merci. Je dirais qu'il faut… Pardon. Si on veut va conclure, je pense. À cette idée d'hybridation. Un dernier mot pour conclure. Oui, un dernier mot pour conclure. Il faut penser, je voulais revenir à cette idée d'hybridation des fonctions, à repenser l'aménagement du territoire différemment, notamment avec pour objectif de réduire les déplacements. Il faut aussi une hybridation des acteurs et des compétences des acteurs.
Il faut vraiment que, là aussi, l'hyperspécialisation, moi je construis que du logement, que de l'activité, que des centres commerciaux, etc. Les entreprises, avec cette concentration d'entreprises entre les grands majors, il faut vraiment, ou bien si on veut faire de la rénovation de logement, en termes d'aménagement, la rénovation massive du logement va nous obliger à inventer une nouvelle façon d'aménager le territoire. Donc, il faut vraiment avoir aussi une révolution, je dirais, dans les compétences et dans les réseaux d'acteurs. C'est tout le process qui est concerné. Merci beaucoup. Peut-être juste un dernier tour de table pour le dernier mot de la fin de chacun, ce que vous avez retenu ou la piste vers laquelle vous souhaitez que le secteur aille pour passer ce cap qui va sans doute être assez difficile. Apparemment, il y en a beaucoup. Moi, j'ai bien retenu, j'ai bien aimé les deux termes au-delà de la richesse des échanges, mais j'ai bien aimé le terme de ville équilibrée et de ville accueillante. Je crois que François et Emmanuel ont utilisé respectivement, donc j'aimerais rester avec cette image-là. Très bien, merci beaucoup. Mirko? Merci. Non, enfin, je suis rassuré qu'en fait, on est plusieurs entités là et chacun travaille en fait un peu on est bien dans le même sens et que finalement on converge tous sur la même nécessité, ce qui est rassurant, que ce soit par les élus ou que ce soit par les architectes ou les urbanistes. Manuel, un dernier mot et puis on va laisser le mot de la fin à Monsieur de Mazières s'il a encore 2 petites minutes. Moi, ce que j'espère vraiment, c'est que tout ce qu'on dit là va enfin pouvoir se réaliser parce que finalement, c'était des sujets dont on parlait avant cette crise. Et j'espère que cette crise va permettre d'accélérer toutes ces idées et leur traduction enfin sur le terrain, notamment sur le logement, qui est mon leitmotiv. Monsieur de Mazières. Écoutez, je vous remercie tous. Moi, je dois dire que j'étais très heureux de vous entendre, parce que je trouvais que c'était très riche comme échange. Et effectivement, je crois qu'on a un peu la même vision de ce qu'on a envie de voir se développer et on va tous s'y mettre ensemble. Très bien. Merci infiniment de votre participation et de la richesse de ces échanges et très bonne continuation à tous. On est presque au bout du confinement, ça va nous permettre de respirer.